d'abord avec une fuite de données, WhatsApp qui s'est fait voler un certain nombre de... Enfin voilà, il y a eu un petit leak de base de données, une fuite de base de données qui va impacter quand même, ils disent près de 500 millions de personnes dans le monde, ce qui est, ce qui est non négligeable. Et je pense qu'actuellement, le groupe Meta qui détient notamment WhatsApp a autre chose à faire, on va dire, que de traîner ce type de casserole. Voilà, donc on verra ça ensemble. Et surtout, il y a un outil que je vous proposerai qui permet de voir un peu si vos données à vous ont leaké ou pas, ont fuité. Ensuite, donc, on va faire le petit point Twitter. Je pense qu'on pourrait assez facilement aujourd'hui créer carrément. Hello Alexis, bienvenue à toi. On pourrait assez facilement créer sur des clics, je pense, et dans tous les streams du monde, une rubrique dédiée Actu Twitter. Je pense, un titre, c'est l'instant Twitter. Mais voilà, on va faire le petit point. Ah, j'ai un problème de focus, ça y est, ma caméra revient. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un point là-dessus dédié parce qu'il y a tout le temps de l'actu. Et là, donc je tombais sur un article qui est assez intéressant, dans lequel Elon Musk dévoile un peu comment il voit le Twitter 2.0. Donc quels sont ses objectifs. Il essaye un peu d'être là, pour le coup, un peu plus méthodique et un peu plus, un peu plus cartésien. Et c'est de dire, voilà, moi, ma vision, c'est ça. Et donc il l'a détaillé en plusieurs points, donc on verra ça ensemble. Ensuite, on reviendra sur une... Ouais, je vais vous partager quand même. On reviendra du coup sur un article du siècle digital qui parle d'open banking, donc tout ce qui a permis en fait l'ouverture des données concernant la banque et donc la création de beaucoup de services autour de ça. Certains connaissent peut-être, d'autres pas. De toute façon, on a dans le chat, on a Benoît et je sais pas si JP est là, qui ont tous les deux travaillé d'ailleurs dans des groupes bancaires, donc ils pourront compléter un peu plus. On parlera aussi d'UGC, je sais pas si vous connaissiez, donc là plus sur de l'actu social média. Donc User Generated Content, qui est une tendance assez forte, on va dire, qui se développe de plus en plus. On regardera ça ensemble. Et on terminera, du coup, vous avez vu le titre peut-être de ce stream, par l'Académie du Métavers. Donc Sin, je pense que tu pourras peut-être nous dire un petit mot là-dessus. Voilà, donc une école qui va s'ouvrir. L'actu n'est pas récente. Vous voyez, cet article, il est d'octobre, mais c'est surtout que, en gros, l'académie est censée commencer à partir du 5 décembre. Donc voilà, comme on est le 30 novembre, je me suis dit que peut-être ça serait pas mal de revenir là-dessus et de vous le détailler si vous aussi vous vouliez peut-être vous lancer dans cette vaste aventure qu'est le métavers. Voilà les amis, tristou ce matin, personne qui parle dans le chat. Vous êtes fatigué ou quoi? Je vois personne qui se manifeste trop. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le matin, c'est normal. Je vous accompagne pour commencer doucement la journée. On est milieu de semaine, donc c'est cool. Les premiers jours sont derrière nous. C'est toujours délicat, on va dire, le début de semaine. Et voilà. Si, une autre nouvelle aussi que je voulais vous dire. Donc on a officialisé la date de début des interviews. Donc ça c'est très cool. On rentre en contact avec pas mal de gens qu'on a shortlistés. Voilà, donc sachez que en théorie, c'est quasi sûr. Donc ça sera la semaine du 15 décembre, je crois. Donc c'est dans 15 jours, quelque chose comme ça. On est le combien là? On est le 30 novembre. Ouais, ça va être d'ici quinzaine à peu près. Vous aurez la première interview du coup qui se passera. Donc là pour le coup ça sera pas le matin, hein, parce que le matin est réservé au matinal évidemment. Mais ça sera du coup probablement en journée, ou soit entre midi et 2, ou en fin de journée. Enfin voilà, après ça va dépendre un peu des gens qu'on va inviter. On a déjà shortlisté des personnes. On vous tiendra au courant évidemment quand on a quelque chose d'officiel. Mais voilà, sachez que on avait déjà un peu préparé le terrain. On sait que il y a des gens assez intéressants du milieu qui pourront venir nous apporter un peu leur lumière sur divers sujets. Sin en profite des news au calme. Ouais, donc, je comprends, le matin c'est pas hyper facile. Allez les amis, on va commencer du coup avec un premier article du blog du modérateur et donc un leak, une fuite de données. Coucou Sophie, bienvenue ce matin. Donc on commence avec le premier article du blog du modérateur. Et une fuite de données, donc beaucoup de numéros de téléphone et d'emails qui ont fuité. Alors je crois que c'est que des téléphones si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va lire cet article. Je commence du coup. Après l'importante fuite de données de compte Facebook l'année dernière, Meta doit de nouveau faire face à une faille de sécurité majeure. En effet, le 16 novembre dernier, un hacker a mis en vente une base de données de 487 millions de numéros de téléphone, donc voilà, c'est bien des téléphones, appartenant à des utilisateurs de WhatsApp sur un forum du Dark Web. Au total,
84 pays sont concernés par cette fuite de données. Parmi les plus impactés, nous retrouvons l'Égypte en top 1, donc de façon par ordre décroissant. Donc l'Égypte, l'Italie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et en 5e position la France avec quand même 20 millions de numéros de téléphone concernés, donc c'est pas rien. Donc le média spécialisé en cybersécurité Cybernews a réussi à se procurer un échantillon de 1097 numéros auprès du pirate et a ainsi confirmé qu'il s'agissait de vrais numéros liés à de réels profils utilisateurs WhatsApp. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai juste après le lien d'un site si vous voulez tester si vous aussi vous êtes fait leaker ou pas, enfin si en gros votre numéro a fuité ou pas. Pour le moment, Meta n'a pas communiqué sur cet incident, pourtant cette fuite de données peut avoir d'importantes conséquences pour les utilisateurs concernés. Donc du spam, donc voilà, grosso modo, quelles sont les conséquences si jamais votre numéro a fuité? Grosso modo, vous allez recevoir probablement du spam à des fins publicitaires, de la tentative d'hameçonnage et de l'usurpation d'identité. Donc tentative d'hameçonnage pour celles et ceux qui seraient moins accoutumés du fait. L'idée c'est que on vous envoie on va dire un lien ou un faux SMS pour vous faire croire, se faire passer pour votre banque ou autre, et donc vous cliquez dessus et en fait c'est un faux site internet. Donc si jamais votre numéro a fuité dans l'outil que je vais vous proposer, voilà, il ne faut pas paniquer, il n'y a rien de grave, mais par contre sachez qu'il faudra être 2 fois plus vigilant dans les prochains jours parce que potentiellement vous aurez des faux SMS ou voilà, des SMS malveillants qui vous seront envoyés. On a Pyroxys qui dit, je lirai après, je vais terminer rapidement l'actu, et puis juste après, parce que l'article n'est pas trop long, et je lis juste après vos commentaires, vous inquiétez pas. Donc, pour savoir si votre numéro de téléphone fait partie de la liste des 487 millions de numéros volés, vous pouvez vous rendre sur le site Have I Been Pwned, ok. Donc je vais vous partager le lien directement, je vous le partage juste après. Il vous suffit d'indiquer votre numéro de téléphone au format international. Donc pour la France, il faut rajouter plus 33, vous connaissez certainement, et saisir le numéro de téléphone, comme par exemple plus 33, 6, et puis après le reste, voilà. Donc si vous êtes en 06 32 par exemple, ça va être plus 33, 6, 32, et puis le reste. Et puis cliquez du coup sur le bouton. Donc, et ça vous dira en fait si oui ou non c'est un numéro qui a été piraté. On peut tester ça rapidement. Je vais faire un numéro au hasard. Je sais pas, 06 32 69 69 85 par exemple. Je ne sais pas du tout à qui ça appartient. Voilà, et donc là, bonne nouvelle, ça n'a pas fuité, donc c'est cool. Donc voici le lien du site. Je vous mets ça dans le chat. Et ça va vous pouvez tester également les mails, ça c'est pas mal. Vous pouvez tester, d'ailleurs j'ai testé le mien et j'ai vu que j'étais dans 2 bases de données qui ont fuité, donc c'est trop cool. Voilà, donc ça vous permet de faire à la fois tester les numéros de téléphone et à la fois tester les emails. Et donc bon à savoir, si vous êtes concerné par cette fuite, vous pourriez être soumis à davantage de campagnes de phishing par SMS notamment. Veillez donc à rester prudent lorsque vous recevez des SMS douteux. Voilà un peu pour cette petite actu qui rajoute une petite casserole à Meta qui je pense s'en serait bien passé. Mais voilà, sachez que potentiellement votre numéro a fuité si vous êtes utilisateur. Alors on a Pyroxys qui dit en alternative de WhatsApp il y a Signal, Session et Allvid. Allvid est français. Sur Session et Allvid, pas besoin de numéro de téléphone pour les utiliser. Ok. Alors de mémoire, moi j'utilise aussi, j'ai pas mal de potes qui m'ont fait utiliser Telegram. Je ne sais pas si tu es utilisatrice de Telegram. Donc par contre, alors autant Signal je connais, autant Allvid je ne connais pas. Donc on va regarder ça rapidement. Système de messagerie instantanée chiffré, ok. Je partage mon écran. Ok, vos messages vont très vite, c'est encore mieux à plusieurs, partager. Ok, donc ça a l'air très proche en termes d'interface d'utilisateur. En tout cas, ça me fait vraiment passer à Messenger. On dirait vraiment le même code de couleur, etc. Sophie qui dit, visiblement, je ne suis pas concerné par le hacking. Merci pour l'info. Avec plaisir. Mais n'hésite pas à tester ton mail, même le mail de tes proches et tout. Et encore une fois, c'est pas non plus la catastrophe. C'est-à-dire que des fuites de base de données aujourd'hui, on commence à être habitué. Et même je vais aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est même pas une question de fuite, mais tu vas utiliser des services qui en réalité vont revendre tes infos à d'autres personnes qui vont t'envoyer de la pub. Donc du spamming, t'en auras dans tous les sens. Après, c'est plus les SMS malveillants ou les mails malveillants
qui vont te faire cliquer, on va dire, sur voilà, des faux comptes et tout ça, c'est un peu plus relou. Pyroxys qui dit Telegram est russe, donc n'est pas très RGPD friendly. Eh ben c'est très bon à savoir. J'irai faire une bise à mes potes et les remercier de m'avoir mis sur ce truc. Donc oui, effectivement, bah, si c'est russe, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention un peu plus à ce que j'utilise. Mais en réalité, pour être honnête, j'ai pas vraiment une très grosse... En fait, en réalité, je n'utilise Telegram que pour parler avec ces deux potes. On a notre petit groupe dessus et voilà. Ah, c'est payant par contre? Ah non, gratuit. Ok, pour les particuliers. All vide. Message limité, blablabla, ok. Et alors, est-ce que tu peux rapidement peut-être nous, parce que je sais pas si je trouverai un article, mais rapidement nous expliquer en quoi est-ce que c'est différent et en quoi est-ce que... Ah ben t'as une rupture technologique majeure. Notre modèle de sécurité est radicalement innovant. Olvid est le seul moyen de communication ne faisant plus reposer la sécurité sur des échanges sur des serveurs. Les serveurs se font hacker, peu importe, il n'est pas possible de prendre connaissance des contenus échangés, ni de révéler les identités des interlocuteurs. Olvid est la seule messagerie à chiffrer également les métadonnées en garantissant ainsi l'anonymat des interlocuteurs. Ça on le verra juste après, mais ça fait partie des points majeurs de Twitter, la partie chiffrage, je vous en parlerai juste après. Olvid garantit enfin l'authentification des utilisateurs, contrairement à l'intégralité des serveurs des messageries qui se substituent aux tiers de confiance. Ok, bon. Voilà, grosso modo, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus ce service parce que c'est vrai que celui-ci, je le connais pas. Olvid est utilisé par le RAID pour leurs opérations. D'accord. Ouais, ok, donc après, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que d'autres personnes soient aussi sur Olvid? Est-ce que ça nécessite... ça peut être un frein, c'est-à-dire qu'en gros, le problème, c'est que si tu utilises un service mais que tu es le seul à l'utiliser, ben voilà, en gros, tu vas dire lâche-moi ton Olvid et en fait, c'est pas possible. Comment ça se passe? Je veux bien en savoir plus, mais je creuserai davantage la question. Sin qui dit je suis clean. Ben, félicitations à toi parce que moi au niveau téléphone c'est bon, mais au niveau mail par contre j'en ai deux je suis sur deux bases de données donc c'est un peu chiant. Mais c'est un très vieux mail donc c'est possible aussi que ce soit pas forcément dû à cette attaque là. Tac tac tac, je lis vos messages en même temps. Good news pareil donc pour Benta, parfait. Et donc Pyroxys, effectivement, obligé que la personne soit dessus. D'accord, ok. Bon, à voir après si ça se développe, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, aujourd'hui, il y a tellement d'applications type... pour tout ce qui a trait au message, voilà, aujourd'hui, c'est juste ouf, quoi, entre WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, j'en passe, c'est des meilleurs. Je pense qu'on a vraiment le choix, et avec chacun un peu ses avantages et ses inconvénients, donc voilà. Voilà pour cette petite news et du coup pour commencer par une note positive, une note d'espoir, un petit leak des familles et qui nous fait un peu flipper de bon matin, c'est trop cool. On va enchaîner du coup avec du coup la news suivante. Sin qui met oui je teste mon adresse poubelle, j'ai 11 failles, voilà. Ça c'est des choses qui sont pas rares de toute façon. Quand vous avez des adresses comme ça qui sont... à des fins publicitaires, enfin disons qu'on vend, enfin qu'on donne après pour toutes les comment ça s'appelle, toutes les publicités ou quand vous voulez tester des trucs, potentiellement vous savez que derrière c'est des bases de données qui vont être revendues, etc. Et voilà, plus derrière des sites qui font n'importe quoi en termes de sécurité ou qui sont pas au point, et voilà, ça paraît logique. Mais 11 failles ça fait beaucoup quand même, hein. 11 failles c'est énorme. Coucou Etidou, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Dis-moi tout. Pyroxys, si vous voulez des alternatives pour plusieurs services, je vous conseille d'aller sur le site Privacy Tools. Vas-y, je regarde ça vite fait. Et après, on enchaîne sur l'actu suivante. Donc, Privacy Tools. Donc, privacytools.io, c'est ça? Et donc, du coup, ça concerne quoi en fait? Des alternatives pour plusieurs services. Ah d'accord, donc à chaque fois en gros... Ah oui, ok, je partage ça. Très très cool comme ressource ça. Super, super partage. Ça c'est le genre de truc que j'adore. Donc vous voyez, effectivement pour chaque service, grosso modo, vous avez possibilité, voilà, je sais pas, vous avez besoin d'un VPN, vous avez besoin d'un email, etc. Vous cliquez sur le côté, il y a la petite barre, et puis vous avez tout un tas d'alternatives, on va dire, au logiciel traditionnel, si j'ai bien compris. C'est très très cool ça. Merci beaucoup du partage, c'est vraiment chouette ça.
Euh, privacy message. Donc voilà, tout ce qui concerne la partie messagerie. Donc vous avez ça, session, statut, signal. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a vraiment un taquet de choses. Une alternative à YouTube, par exemple. On a PeerTube, DTube, Odyssey, ok. Nettoyage de disque cleaner, donc nettoyage, on va dire, de vos disques, de vos disques durs, quoi. En gros, enfin, la mémoire de votre ordi. Stockage de photos, client torrent. On a vraiment un taquet de choses. C'est vraiment trop cool. Franchement, merci. C'est une bête de ressources, ça. GG. Partage. Je le repartage, comme ça, vous l'aurez. Ok. Je regarde la preuve que ça sert, les emails poubelles. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais des fois, tu vois, moi c'est pareil, j'en ai des emails poubelles, mais après j'ai aussi des mails principaux. Et ça n'empêche pas, bien que je sois très très vigilant, que bah, des fois il y a de la fuite, quoi. La preuve, moi j'ai deux fuites sur mon mail principal, donc c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Et Bob, j'ai été pendre sur mon mail poubelle via Dailymotion, je savais même pas que j'avais un compte dessus. Oui, Dailymotion, ça me rappelle quelque chose. Il y avait une fuite il y a quelques... Mais ça commence à dater un petit peu. Effectivement, je me souviens et je crois que j'avais l'un de mes mails poubelles qui s'était fait leak avec ça. Effectivement. Allez, on enchaîne du coup sur l'actualité suivante, du coup, actualité Twitter. Donc là, il faut vous imaginer un petit titre qui passe. Pouf. C'est l'instant Twitter. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, Elon Musk qui dévoile ses plans pour le Twitter 2.0. Ce qu'il faut savoir. Voilà, donc en quelques points, le Twitter du futur et disons, la vision de l'ami Elon Musk. Qui donc dévoile 6 priorités pour lui, en tout cas, 6 points principaux qu'il va prioriser dans sa démarche. Et en tout cas, à minima, ce qu'on peut, malgré tous les reproches, qu'on peut au moins en dire de cette actu, c'est qu'il y a une vision. Et c'est déjà pas peu, c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est un peu le bordel. On a l'impression que ça va dans tous les sens, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et là, à minima, il y a une vision, et donc qui a été présentée et dévoilée. Sin, ma plus vieille faille, c'est MySpace en 2008. Ouf, là tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Je sais pas si leur database de leak va plus loin dans l'histoire. Ok, MySpace, ok. MySpace, je crois que j'ai jamais fait. J'avoue que moi j'ai commencé à... Je crois que j'ai commencé avec Skyrock. Donc ça c'était un truc français. En fait, t'avais comment ça s'appelle, une radio qui s'appelle Skyrock, qui en France est assez réputée et qui avait lancé on va dire son service de blog en quelque sorte. Tu pouvais créer ton blog un peu perso. Je sais pas, il y a des utilisateurs de Skyblog. Il y en a qui ont utilisé Skyblog. Moi, j'étais utilisateur de ça. Et c'était un peu le réseau social de l'époque et combiné après à... Alors ça, c'était peut-être un peu plus tard à MSN, du coup. MSN qui était plus le côté messagerie instantanée. Tu pouvais parler avec d'autres personnes, etc. Voilà. Mais non, moi, là j'avoue que après MySpace, c'est un peu plus loin pour moi. Alors du coup, les 6 priorités d'Elon Musk. Dans un tweet publié... J'ai une vieille pub qui s'affiche sur mon ordi, je sais pas pourquoi. Ok. Ferme-toi s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Merci. Voilà. Donc dans un tweet publié le 27 novembre, le milliardaire dévoile ses priorités pour le Twitter de demain, qu'il nomme Twitter 2.0 The Everything App. L'objectif final d'Elon Musk, donc The Everything App, ça va traduire ça littéralement par l'app qui fait un peu tout, ou je sais pas trop comment on pourrait dire, mais voilà, l'app, une app un peu multitâche en quelque sorte. Donc l'objectif final d'Elon Musk semble être de transformer Twitter en super app à la WeChat, une application qui offre de multiservices dont la possibilité d'effectuer des transactions financières. Voici les 6 fonctionnalités mises en avant par Elon Musk pour Twitter 2.0. Alors, la publicité en tant que divertissement. Donc ça, c'est le point numéro 1. Il s'agirait de proposer une expérience publicitaire plus engageante. Par exemple, les utilisateurs seraient encouragés à liker un tweet sponsorisé pour recevoir une récompense en retour. Donc on a cette notion de récompense qui est assez inédite, on va dire. Peu d'informations à ce sujet à ce stade, mais il pourrait s'agir d'un nouveau format publicitaire. Ça, c'est une chose dont on avait discuté, je crois, sur une précédente matinale. Le fait que y avait des services, alors type Brave ou autre, qui rétribuent en fait les gens en fonction de leur temps passé sur tel ou tel site. Vous avez comme ça derrière, vous pouvez débloquer des tokens ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose de plutôt cool parce qu'aujourd'hui,
on va dire que l'un des nerfs de la guerre, et qui pèse autant, voire plus que l'argent en quelque sorte, je schématise, c'est l'attention. C'est votre attention aujourd'hui qui est ciblée par tous les gros du digital et tous les GAFAM et compagnie. Et donc vous vendez votre attention. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui tentent en quelque sorte de mettre en place des modèles un peu plus vertueux, en quelque sorte, et qui veulent vous rétribuer en fonction du temps que vous passez, ou voilà, avoir quelque chose d'un peu plus euh, dans lequel on y gagne aussi, quoi. Donc, ok, premier point, la publicité en tant que divertissement. Ensuite, le format vidéo. Donc, Elon Musk veut développer le format vidéo car il souhaite attirer davantage de créateurs sur sa plateforme, mais surtout développer la monétisation de leur contenu. De plus, la vidéo est devenue un format incontournable auprès des marques. Donc ça, c'est pareil, on en avait déjà discuté. Très très cool d'envisager de rémunérer un peu plus les créateurs de contenu, j'en sais quelque chose, et d'essayer de développer un modèle un peu là-dessus qui permettrait d'en vivre un peu mieux. Les messages privés, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les messages privés chiffrés de bout en bout. Donc tout ce qui est message direct, DM, devrait être chiffré de bout en bout avec le même protocole que l'application Signal. Ok, très cool. Si on en croit les dernières recherches de Jane Machun Wang. Voilà, je ne sais pas qui est cette personne. Mais voilà, grosso modo, la nécessité de... Ah ok, donc c'est... compte Twitter, Université du Massachusetts, une blogueuse. Ok, oh, d'accord. Bon, visiblement spécialisée sur les réseaux. Donc voilà, l'idée de se dire maintenant les messages vont être chiffrés un peu à la Signal, donc ça très très cool. Quatrième point, les tweets avec un format long. L'idée de pouvoir publier un simple tweet en y attachant un texte long, entre parenthèses notes, pour ne plus voir cette pratique courante de publier des captures d'écran d'un texte. Donc il y a des gens en gros, pour pallier un peu à tout ça, à la limitation du nombre de caractères, ils vont mettre un message et après ils vont faire des captures d'écran et donc vous pouvez voir un texte plus long. Donc cette fonction permettrait d'intégrer nativement des messages pouvant aller jusqu'à 2500 mots. Ok. Point numéro 5, la relance de l'abonnement Twitter Blue, le fameux. Donc Twitter Blue, qui a déjà été testé, mais ça a été un peu un four, ça n'a pas duré je crois que ça a duré genre 24 heures ou 48 heures. L'idée de relancer son abonnement Twitter Blue à 7,99$ par mois, qui permet d'obtenir la fameuse coche bleue, ce qui lui permettrait de générer davantage de revenus pour la plateforme. Pour l'instant, le nouveau Twitter Blue a été suspendu, mais pourrait être relancé dès ce vendredi. Ouais, je crois que ça n'avait pas duré très long, hein. Ça avait été quelque chose comme, je sais plus, 24, 48 heures, ou max une semaine, mais je suis quasiment sûr que c'était plus de l'ordre de 48 heures. Et donc là le problème quand ils ont tenté de le faire en fait Twitter Blue, c'est que l'idée c'était que derrière vous pouviez avoir un compte officiel, et donc forcément il y a plein de gens qui ont payé 7,99$ et qui se sont fait passer par je sais pas qui, pour je sais pas qui. Vous pouvez vous faire passer pour le pape, Barack Obama ou Patrick Poivre d'Arvor, on s'en fout. Enfin, en gros il n'y avait pas de contrôle et donc forcément ça a un peu dégénéré quoi. Mais en tout cas, cette idée de Twitter Blue continue. Et puis les paiements, aucun visuel pour cette fonctionnalité, mais il sera possible de réaliser des paiements directement sur Twitter. Et cela confirmera bien l'ambition d'Elon Musk de transformer Twitter en super app. Donc si je résume, 6 points. La publicité en tant que divertissement, voilà, quelque chose de plus engageant, et la possibilité de rétribuer peut-être en fonction de ce que vous likez. Les formats vidéo qui seront plus développés. Les messages privés qui vont être chiffrés. Le tweet avec format long. La relance de l'abonnement de Twitter Blue, bon, ça c'est plus côté modèle économique, et puis les paiements, donc la possibilité de faire des paiements un peu à la Lydia ou je sais pas quoi. En Dogecoin, je ne sais pas. Dogecoin c'est la monnaie, c'est la crypto de Twitter, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Crypto-monnaie, yes. Ok. D'ailleurs, il y a eu un gros pic là ces derniers jours. Je sais plus pourquoi je l'avais vu ça. Enfin bref. Ok. Donc voilà. Voilà pour les points principaux. Voilà, après, donc il y a un paragraphe aussi qui indique que ils vont chercher à recruter, re-recruter, puisque comme vous le saviez peut-être, il y a eu une grosse vague de licenciements.
Puis ils les ont rappelés en disant ah non, en fait, finalement, on a vraiment besoin de vous. Je suis désolé, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Et donc, du coup, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été un peu évincés. Et là, bah, du fait de, soi-disant, apparemment, une reprise de l'activité, quoi, puisqu'on parle que de Twitter, Elon Musk met en avant le fait que bah, il y a jamais eu autant de création de comptes et de gens qui en fait débarquent sur Twitter. Et donc, reprise d'activité égale je recrute. Et puis dernière chose là-dessus, donc des badges de vérification qui visiblement seraient en place dès vendredi, donc le 2 décembre, c'est-à-dire bah, ce vendredi. Hein. Et donc avec 3 types de badges, badge or pour les entreprises, gris pour les autorités gouvernementales et bleu pour les particuliers. Voilà, donc visiblement quelque chose qui va être voilà, mis en place dès cette semaine. Et donc c'est un système de badge toujours avec Twitter Blue. On va voir comment est-ce qu'ils ont conjugué ce problème de vérification pour éviter que ce soit encore la fête au faux compte. Mais voilà, visiblement Twitter Blue qui renaît un peu de ses cendres et on sera là bah, du coup vendredi pour voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il faudra un peu de recul, on en parlera certainement la semaine suivante, mais voilà. Voilà un peu pour le tour de l'actu. J'ai vu également qu'il était un petit peu en guéguerre avec Apple, même en grosse guéguerre, puisqu'Apple a menacé Twitter de retirer leur application de leur store s'ils ne rétribuaient pas. Alors je crois que il faudrait que je revérifie, mais en gros, ils leur demandaient une somme d'argent un petit peu conséquente. Je crois que c'était 30% des revenus générés. Enfin, il y avait une histoire en gros de gros sous en quelque sorte. Et du coup, c'est un peu la guéguerre entre Apple et Elon Musk. Mais voilà, je ne suis pas allé dans le détail de cette actu parce que déjà, là, je trouvais que ces points étaient très intéressants et assez longs à détailler. Voilà un peu pour cette actu suivante. On va continuer du coup avec un article du siècle du digital, puisque là les 2 premiers articles c'était le blog du modérateur. Donc sur siècle digital, on a un article hyper intéressant sur l'open banking. Alors Benta qui met stat que j'ai entendu, les équipes de Meta sont 2 fois plus performants que ceux de Twitter. D'accord. Alors performant dans quel sens? Il doit vouloir booster à mort la productivité. Je sais qu'il y a eu une première. Alors, j'ai lu un article qui disait justement il avait fait une grosse purge, si vous me permettez l'expression, au début, et qu'il a essayé d'optimiser les coûts au max. Donc, il y avait tout le retrait de. Parce que, alors, malgré tout ce qu'on en dit, il y a quand même une espèce de secret de polichinelle. Tout le monde était quand même au courant, plus ou moins, que grosso modo le modèle de Twitter ne tenait pas et que bah, ça risquait un jour de s'effondrer, que Twitter n'était pas rentable. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit le plus. Moi, je suis pas dans les petits papiers, mais grosso modo, j'étais quand même au courant. Enfin, je pense que tout le monde le sait que le modèle de Twitter et la rentabilité de Twitter étaient plus que remis en cause. Donc, malgré tout ce qu'on en dit. Quelque part qu'il cherche à pérenniser le modèle et à mettre en place une seconde vie qui permettrait à Twitter de perdurer, moi je trouve ça pas mal. Parce que en soi, nous on parle de Twitter parce que c'est un outil qu'on utilise, mais si demain Twitter tombe, on va utiliser autre chose et puis let's go. Sauf que Twitter, ça représente quand même peut-être, je sais pas moi, des centaines de posts quoi, dans le monde. Donc il faut quand même reconnaître ce point-ci, je pense. Enfin, après, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais il a au moins la démarche d'essayer de rendre ça plus rentable, après avec des méthodes qui sont très très discutables, ça c'est clair et net, hyper discutable. Maintenant, on ne connaît pas non plus la situation de Twitter, à quel point il y a une criticité de la situation, et peut-être que la situation critique, il faut mettre des moyens un peu critiques, je ne sais pas, mais c'est quand même très très discutable. Mais à minima, chercher un modèle de rentabilité, moi ça me paraît pas déconnant. Enfin, faire en sorte que l'outil puisse pérenniser, tu peux pas investir des fonds, investir à fond perdu et perdre de l'argent en permanence, surtout dans le modèle américain, ils sont très à cheval sur le côté rentabilité, pour avoir bossé pour des Américains à une époque, et je peux vous dire du coup que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des discussions, quoi. Donc au moins on peut lui reprocher plein de choses sur ses méthodes, ça c'est clair, mais au moins il cherche à rendre ça plus rentable. Après sur le côté performance de l'équipe, Benta, je saurais pas te dire, mais c'est vrai que dans l'article il disait bien que il faudrait que je le retrouve, cet article, il était assez intéressant. Il disait bien qu'effectivement il avait coupé drastiquement les coûts, donc voilà, style les déjeuners gratuits, les avantages sociaux, les déplacements qui servaient à rien, ce genre de choses.
Et après, bon, pour la partie employé en tant que tel, bah, il a annoncé la couleur, c'est-à-dire que avec ce fameux mail qu'il avait envoyé à tous les employés en disant est-ce que vous êtes prêts à cravacher, quoi, c'est ça, soit vous rentrez dans le moule, soit vous partez. Bon, on a bien compris que grosso modo, il y a des gens tous ceux dont on estimait que la productivité était moindre, ben, ça dégage, quoi, grosso modo. Après, il y a aussi une ambiance globale qui fait que, bon, quand tu sais que ton poste est remis en cause tous les jours et que tu y tiens, forcément, tu vas bosser vachement plus. C'est des méthodes qui restent quand même très discutables, je trouve, d'un point de vue humain, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. 2 fois plus productif, d'accord. C'est bien qu'ils essaient de diversifier les sources de revenus. Les pubs sur Twitter, c'est pas trop ça a priori. Les entreprises investissent plus sur Meta et Google. Ok. Ouais, bah Google, grosso modo, c'est quand même, je pense aujourd'hui, c'est ce qui prédomine. Après, les réseaux sociaux sont quand même ont une place très très importante. Maintenant, je pense que notre génération et enfin, de toute façon, globalement tout le monde en a marre de se faire spammer aussi par des pubs qui se ressemblent toutes et qui n'apportent absolument rien. L'exemple le plus probant étant le modèle économique des créateurs de contenu, quoi. Enfin, moi, je reviens à ça à chaque fois, mais c'est tellement cool en fait, le fait qu'il y ait des gens qui créent du contenu, qui apportent de la valeur, etc. Et, euh, et ça va se développer de plus en plus, mais il n'y a aucun modèle aujourd'hui vertueux, quelque chose qui fait qu'on ne serait pas obligé d'aller vendre son âme en quelque sorte et faire en sorte de pouvoir en vivre convenablement. On a des solutions côté, enfin tout ce qui est NFT. J'ai parlé avec une personne spécialisée, c'était hier, j'ai eu un échange avec une personne qui était assez spécialisée sur la partie blockchain, crypto, etc. Il me disait qu'il y avait des modèles type, ils appellent ça des ICO. Donc vous avez possibilité en gros de proposer, comme là, imaginons que la communauté Déclic arrive à grossir et je vous propose en gros de prendre comme des parts sociales en quelque sorte. J'ai mis un certain nombre de tokens, vous les achetez et puis comme ça vous pouvez soutenir financièrement et avoir des parts, on va dire, de Déclic. Donc il y a des modèles qui existent, mais rien encore de vraiment qui a fait ses preuves, on va dire. Donc c'est un peu en devenir. Voilà, bon, j'ai hyper digressé, je suis désolé, je parle énormément. Mais c'est hyper intéressant comme échange. On va enchaîner du coup sur l'article suivant du coup, et on va parler d'open banking. Alors je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu à l'aise avec ce terme-là. Donc open banking ou la révolution des fintech. Donc je vais lire rapidement l'article. L'open banking ou système bancaire ouvert désigne les innovations et les technologies financières et bancaires apparues en Europe dès 2007. Ce système doit sa naissance à la DSP1, qui est donc la première directive sur les paiements de l'Union européenne, promulguée en 2007. Avec la DSP2 de 2018, les banques se trouvent dans l'obligation de partager les données de leurs clients avec d'autres entreprises et applications. Une révolution, pour certains, corrélée à l'arrivée de nouvelles sociétés et nouveaux services des fintechs comme Lydia. Voilà, donc DSP1, DSP2, qui sont deux directives européennes qui ont profondément changé le paysage, on va dire, et l'accès aux données bancaires. Alors, la notion d'open banking se révèle difficile à définir clairement. Il s'agit d'une part de la volonté d'ouvrir le secteur bancaire, de partager les données des clients avec d'autres acteurs que les banques. C'est aussi l'utilisation d'API, donc des interfaces d'applications, pour permettre la création d'applications et de services nouveaux à partir de ces données bancaires. Comme son nom l'indique, l'open banking est plus globalement lié à l'open data, soit l'ouverture des données et leur partage. C'est l'application des sujets de l'open data, tout particulièrement à l'industrie et à la gestion des données de type bancaire, explique Antoine Porte, cofondateur de Lydia. Ce secteur financier est apparu dès 2007 en Europe, mais n'a connu de réel développement que bien des années plus tard. Cette année-là est promulguée la DSP1, la première directive européenne sur les services de paiement. Avant ça, les paiements étaient tous reliés à un compte de dépôt, un compte géré par une banque qui offrait régulièrement, qui informait régulièrement le titulaire du compte des opérations liées à ce dernier. Et donc à cette époque-là, on avait des modes de paiement plus courants comme les chèques, l'espèce, et puis également la carte bancaire qui s'impose peu à peu.
Et donc, 11 ans plus tard, en 2018, est promulguée la DSP 2, la directive européenne des services de paiement numéro 2. Cette nouvelle directive va véritablement accélérer le développement de l'open banking. Elle oblige les banques à partager les données bancaires de leurs clients avec l'accord de ce dernier et avec des développeurs tiers. Cette nouveauté va permettre à encore plus d'acteurs d'apparaître. Parmi eux se trouvent essentiellement des fintech, des entreprises spécialisées dans les technologies financières. Banking, par exemple, qui a été lancé en 2011, est l'un des exemples francophones les plus parlants puisqu'il s'agit d'une fintech proposant un service d'agrégation de comptes. Donc grosso modo, Banking, l'idée c'est vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes bancaires et donc grâce à la DSP2, à cette directive européenne qui a fait que les banques sont obligées de livrer un certain nombre d'informations, de données bancaires avec l'accord évidemment des utilisateurs. Donc toutes ces données en fait toutes ces entreprises type banking peuvent accéder aux données et vous proposer des services. Et donc banking, l'idée c'est que vous agrégez toutes vos données bancaires dans une seule application et vous avez tout un tas de statistiques. Vous pouvez voir, on peut regarder ça rapidement. Banking, je sais pas s'il y a des utilisateurs là-dedans, mais en gros c'est un outil qui vous aide un peu à piloter en quelque sorte votre argent, voir un peu où vous en êtes avec une interface beaucoup plus sympa que ce dont on a l'habitude dans le milieu bancaire. Voilà, donc c'est pas du tout du placement, hein, c'est juste pour vous illustrer en fait et vous donner un exemple. Ok. Donc le paragraphe suivant, beaucoup auraient pu penser qu'avec ce partage forcé des données institué par la DSP2, les banques allaient s'engouffrer dans l'open banking et innover. Pourtant, elles semblent des années après à la traîne. Une enquête menée par la plateforme Tink auprès de 308 dirigeants bancaires dans 12 pays révèle que 40% d'entre eux pensent que leur institution aura besoin de 5 à 10 ans pour atteindre les objectifs en matière d'open banking. Donc c'est assez énorme. Et pour avoir bossé dans un secteur, lié, la taille du groupe en général fait que, et puis les enjeux également, vu qu'on parle de données assez sensibles, très souvent les choses ont du mal à bouger parce que on a d'autres enjeux et c'est quand même c'est le secteur bancaire, quoi. C'est un peu tricky, quoi. Ce retard des banques permet à d'autres sociétés de s'imposer pour proposer des services innovants aux consommateurs. Ok, l'open banking a donc entraîné la multiplication des acteurs bancaires et financiers, ainsi que le brassage d'un nombre incommensurable de données, des données bancaires, personnelles très sensibles. La collecte et l'utilisation de ce genre de données est très encadrée, d'autant plus au sein de l'Union européenne avec le RGPD. L'open banking là ça c'est une question qui a été posée parce que forcément c'est ce qu'on se pose. Est-ce que l'open banking accentue les risques de fuite de données, etc. Pour Antoine Porte, cofondateur de la licorne Lydia, l'open banking augmente en réalité la sécurité. Les paiements sont bien plus sécurisés. Et et alors il y a une question, est-ce que ce n'est pas risqué cet open banking? Et donc lui il répond, bien au contraire, l'encadrement des services d'initiation de paiement a permis de sécuriser encore plus de virements. Pas uniquement ceux qui passent par ces services-là. Par exemple, il y a l'émergence des seconds facteurs d'authentification. Voilà. Donc ça c'est un peu, c'est son avis à lui, hein. Après chacun est libre de penser ce qu'il en veut. Premier message, Jojo, bienvenue à toi. Hello Anto, je pensais à MYM pour une plus juste rémunération des créateurs de contenu. D'accord. Ah, ça c'est en rapport, j'imagine, avec ce dont on parlait tout à l'heure. Yes. Ben, je termine vite fait l'article, on en parle juste après si tu veux bien. Donc, concernant l'open banking, malgré plusieurs années d'existence, l'open banking a encore de l'avenir. Il y a eu tout un moment où il a fallu aider les banques à s'améliorer. Là, on en sort avec des parcours très fluides et une fiabilité, analyse Johan Burkovic. Selon lui, il y a encore du travail à faire, notamment sur des solutions de paiement complexes pour les entreprises, puisqu'effectivement, pour le moment, c'est surtout pour le particulier. Et puis, il y a quelque chose qui arrive apparemment qui s'appelle l'open finance, l'open finance qui est une vague apparemment, enfin décrit comme une vague qui va arriver pour ne plus encadrer que les comptes de paiement mais aussi les comptes de crédit. D'ici 3 à 5 ans, vous serez même en mesure de payer en magasin avec un virement. Voilà, donc l'open finance, ça aussi, ça termine un peu sur cette question ouverte. Moi, je suis pas spécialiste, mais voilà, j'ai vu que visiblement, c'était quelque chose d'assez qui pouvait bouleverser pas mal le secteur. Qui permettrait de sécuriser les échanges de données financières au-delà des données de paiement entre acteurs du marché. Donc une vraie
quelque chose d'un peu plus conséquent, on va dire. Voilà. Donc cet article est assez intéressant, je trouve. J'ai beaucoup aimé, même si j'étais un peu accoutumé du fait, parce que, comme je vous ai dit, j'ai bossé dans une boîte en lien avec enfin, la tech et le secteur bancaire. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce retour et ce petit historique. Là, je vous ai vraiment pris quelques paragraphes, mais l'article est beaucoup plus développé. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Tac, je vous partage ça, comme ça vous pourrez aller voir. Alors, du coup, je reviens sur ce que tu m'as mis, donc Jojo Pain d'épices. Donc tu dis, je pensais à MYM pour une plus juste rémunération des créateurs de contenu. Alors ça me dit quelque chose ça. D'ailleurs c'est une initiative française si je me trompe pas. Donc grosso modo c'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer rapidement? Ah Margot qui évidemment connaît bien aussi. Meilleur mort, ok. Réseau social français. Ouais il me semble bien que c'était français. J'ai déjà entendu parler de ça et donc l'idée c'est quoi? C'est un peu comme Tipeee ou ce genre de choses. En gros vous avez possibilité d'aller dire à vos abonnés de vous soutenir, c'est ça l'idée? À la base, c'est pour les artistes, ok. Suivez vos personnalités préférées et découvrez des contenus exclusifs. Démarrez une relation unique sur MYM. Vous n'êtes plus un fan anonyme, les stars vous reconnaissent, vous écoutent et partagent avec vous des moments privilégiés qu'aucun autre réseau social ne vous offre, d'accord. Suivez des activités réservées aux abonnés, ok. Entrez dans le cercle restreint de vos personnalités favorites, accédez jour après jour à leurs stories, photos, vidéos et live privés, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un réseau social, ok. J'avais pas compris, d'accord. Demandez des contenus personnalisés, ok. Mais qui par contre est plus orienté visiblement sur création de proximité, bon un peu comme Twitch finalement, mais surtout rémunération aussi je suppose si tu le partages. Donc je lis vos commentaires. Alors Margot qui dit à la base c'était pour des artistes, des sportifs, etc. Tu peux payer ton artiste pour partager un moment, une question privée, d'accord. Jojo qui met accès privé aux abonnés avec un abonnement mensuel fixé par les créateurs de contenu. Ok, bah très cool. Très bonne initiative, très bonne initiative. Après le truc, genre on paye pour du contenu exclusif, bon bref, je passe, ça m'a fait penser à autre chose mais qui n'avait rien à voir. Mais c'est cool en tout cas, c'est cool. Alors après, faut voir à quel type à quoi est-ce que tu as accès. Donc il y a évidemment un système de live de ce que je vois. Un système de message, ok, mais après, est-ce qu'on va pouvoir créer du contenu un peu comme... Yes, tout le monde y pense, ouais, non, je suis désolé, c'est le matin, j'ai pas les idées trop en phase. Est-ce que par contre, est-ce que en termes d'interface, on a un système de post à l'Instagram ou ce genre de choses? Comment est-ce que ça fonctionne ça? Exactement. Parce que là, il faudrait se connecter et tester. Bon, je vais pas le faire maintenant, ça serait un peu long. Mais MYM for fan. Peut-être qu'il y a un article sur le sujet qui résumerait. Fais voir. Ouais, visiblement, c'est quelque chose qui est très développé. Hein. C'est moi qui suis complètement à la ramasse. Je suis désolé. Plutôt Instagram, effectivement, apparemment. Ok. Bon, déjà, c'est tourné sur du live, donc c'est cool. Ça veut dire que nous concernant, en tout cas sur des clics, on pourrait potentiellement créer un compte là-dessus. Parce que le côté en direct et contenu en direct, c'est quelque chose ça fait partie des contenus favorisés, on va dire, sur des clics. Donc très cool. Alors je regarde le partage également de... Ok. J'ai un partage de Margot, on va regarder ça. Ah, attendez, je vais le remettre parce que j'ai ma musique qui tourne en fond, du coup on n'entend rien du tout. Tac, tac, tac. Alors où est-ce que je peux couper le son? Ici. Tac, voilà. Et on va remettre ça, on va monter un peu le son. L'expérience avec la Snake Army. Toutes les semaines, des échanges, du partage, des avant-premières, des places à gagner, des accès backstage. Bref, ici, sur Mime, je suis ici pour vous proposer une expérience autour de ma musique, de mon quotidien d'artiste, comme je ne l'ai jamais fait autre part. C'est assez simple. Pour moi, Mime, c'est le next big thing. En lançant mon compte sur la plateforme, je vais aussi ouvrir la voie aux autres artistes, aux créateurs du monde entier. Si vous voulez avoir accès à tous ces contenus, abonnez-vous à mon compte.
Ok. J'arrive sur Mime pour vous proposer quelque chose de différent. Donc ça, c'est DJ Snake, c'est ça, si je me trompe pas, qui est donc un DJ français assez connu. Et qui donc explique un peu le concept. Donc voilà, soyez, pour celles et ceux qui découvriraient un peu comme moi, alors je découvre pas exactement puisque je suis certain d'avoir déjà entendu parler de ça et voilà, mais je me suis pas intéressé parce qu'il y a tellement d'outils différents en fait que c'est vrai qu'on s'y retrouve pas trop, mais c'est cool parce qu'en plus c'est français et donc l'idée c'est ça, c'est de créer du contenu exclusif, on va dire, pour des gens qui prendraient le pas d'avoir des abonnements, un abonnement et donc un peu plus de contenu par rapport à ceux qui ne le prendraient pas. Jojo qui met DJ Snake et leur promotion, il est entré au capital me semble-t-il. D'accord, ok. Donc c'est cool, ça veut dire que c'est soutenu et ça veut dire que potentiellement c'est un réseau qui va venir un peu concurrencer tout ce beau monde. Bah écoutez, c'est cool. Moi, c'est exactement ce que je veux sur cette matinale, c'est que je vous apprends des choses et vous m'en apprenez également. Donc voilà, je ne suis pas omniscient et c'est cool que j'en apprenne aussi en direct. Merci beaucoup du partage en tout cas, Jojo. Très très cool. Très bon partage également. On va enchaîner rapidement du coup parce que je vois que l'heure passe pas mal. On va enchaîner du coup avec une autre actu du petit digital. Je pense que ça va être un peu short au niveau timing. Alors, l'actu du petit digital, je la mettrai, je vais la mettre un peu entre parenthèses. On verra un petit peu. Voilà, si on n'a pas le temps, je le ferai sur une autre matinale. C'est quelque chose qui est une explication sur un certain type de format qui se démocratise de plus en plus. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de cette actu, peut-être, donc, qui je pense peut-être vous intéressera. Donc, de l'usine digitale. Qui parle de l'académie du métavers. Donc ça c'est ce que je vous ai mis du coup en titre de ce stream. Et pourquoi je reviens là-dessus? Tout simplement parce que visiblement ça va. Il y avait une date en fait butoir du 5 décembre qui arrive, donc on est le 30 novembre, donc voilà, d'ici quelques jours. Et le lancement d'une académie orientée métavers. Donc on va lire cet article et puis si on a le temps on enchaînera sur le suivant. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste. L'Académie du Métavers fera ses premiers pas à Marseille. Mise en place par Meta et Simplon. Alors j'ai essayé de le prononcer, je ne sais pas si on dit Simplon ou Simplon. Avec l'appui financier donc, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Académie du Métavers va former à compter du 5 décembre sa première promotion de concepteurs-développeurs en technologie immersive. Si le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. De la musique. Du coup, l'Académie du Métavers va former à compter du 5 décembre sa première promotion de concepteurs-développeurs en technologie immersive et de techniciens support assistance. Son lancement a été effectué le 27 octobre à Marseille. Donc l'annonce avait été faite le 13 juin, sa concrétisation a pris forme le 27 octobre à Marseille dans l'enceinte du Cloître où se dérouleront à partir du 5 décembre les formations de la première promotion de futurs talents du métavers. L'Académie du Métavers, première école gratuite et inclusive, exclusivement dédiée au métavers, accueillera une vingtaine d'élèves afin de les transformer en concepteurs-développeurs en technologie immersive, donc réalité virtuelle, augmentée et mixte. Métavers et techniciens support assistance pour déployer et maintenir les équipements nécessaires à l'expansion de ces environnements. Donc en soi, il n'y a rien non plus de hyper nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que des formations qui vous forment sur la partie réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle, c'est des choses qui existent déjà. Seulement là, ils ont un peu brandé le truc, ils ont fait en sorte d'avoir un beau marketing, etc. Et surtout, ils vont concentrer en fait tout ça dans un seul et même lieu, enfin dans une seule et même formation, et vraiment orienter tout ce qui est toute la création, enfin toute l'apprentissage, on va dire, des personnes qui assisteront au cours sur le métavers, donc tous les outils dont ils auront besoin pour pouvoir mettre en place ou travailler dans cet écosystème. Donc le cursus s'étendra sur une vingtaine de mois, à savoir 3 à 6 mois de formation individuelle intensive, puis 12 à 18 mois en alternance au sein d'une entreprise régionale. Donc c'est cool parce qu'il y a de l'alternance qui est une super
une très bonne école. Enfin, l'alternance, c'est vraiment top comme façon de procéder. Entreprise sociale et solidaire spécialisée dans le métier du numérique, 20 000 personnes formées depuis 2013. Simplon.co, donc simplon.co, j'imagine, assurera ses formations. Meta lui fournira son expertise, ses solutions et des équipements, dont les casques de réalité virtuelle Quest 2 pour l'accompagner. Donc voilà, il y a vraiment visiblement entre Simplon et Meta, il y aura une espèce de partenariat qui permettra d'être au plus près de ce qui se fait et surtout d'être au courant un peu des bonnes pratiques et des bonnes façons d'être formé au métaverse. La création en tout cas de contenu, enfin la création la création technique, on va dire, de réalité virtuelle ou autre. Donc depuis 2018 et son implantation dans cette région sud, Simplon a formé 1200 personnes et 350 viennent d'y effectuer leur rentrée dans les fabriques des différentes villes. Donc j'ai regardé les fabriques, en gros c'est dans leur façon de concevoir, ils ont je pense une ou deux villes où vraiment ils ont une grosse école et ensuite ils ont des relais un peu partout en France qui sont plus je pense des partenariats qu'ils font avec des structures locales pour pouvoir former des gens à distance ou autre. Donc ils appellent ça des fabriques. Après les 20 de Marseille, 20 autres s'ajouteront bientôt à Nice, explique Alexandre Chervet, ouais, c'est ça, directeur régional de Simplon Sud-Ouest. Pour Laurent Soli, vice-président de Meta Europe Sud, le poids de l'écosystème numérique régional justifie ce lancement depuis ce territoire. Le numérique y emploie 40 000 personnes et compte 8 000 entreprises dans des réseaux structurés, des sociétés leaders, des startups exceptionnelles. Donc visiblement, voilà la région, la partie PACA qui est très, très développée au niveau numérique. Cette école s'inscrit dans cet écosystème avec une logique volontairement sociale et inclusive. Pour Véronique Soubeau, directrice générale de Simplon.co, 6000 emplois sont non pourvus sur ce territoire dans le secteur du numérique. Les entreprises ne réussissent plus à recruter. Nos équipes travaillent étroitement avec elles pour leur fournir les compétences qu'elles recherchent. Les élèves sont mis dans des situations de projets réels, concrets, qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Donc il y a un travail étroit qui est fait, une étroite collaboration visiblement dans ce projet avec les entreprises locales, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est à moitié étonnant quand on voit que déjà dans le secteur du web de façon classique, on a du mal à trouver des développeurs en France d'ordre général. C'est moitié étonnant qu'au niveau du métavers et voilà, on va dire de l'industrie réalité virtuelle, parce que j'aime pas trop des fois ce terme de métavers qui est employé un peu à tort et à travers. En tout cas, voilà, tout ce qui touche à la réalité virtuelle, visiblement, il y a également une pénurie de profils. Nous avons déjà embauché 50 personnes en CDI en 2022. Nous collaborons avec une centaine d'artistes, avec des écrivains et nous allons encore avoir besoin de nouveaux talents, indique Samy Schlagou, fondateur et dirigeant de Cross the Age à Marseille. Donc j'imagine que c'est une entreprise, on va dire, spécialisée dans le secteur du métavers. Pour Renaud Muselier, président de la région, le territoire offre une multitude de modalités d'expérimentation pour insuffler, générer et asseoir des compétences vers l'avenir. Avant fin novembre, devrait être lancée sur les mêmes bases l'Académie du métavers de Nice, et puis viendra après Paris et Lyon, dans un ordre qui reste à déterminer. Donc voilà, intéressant de suivre ça, on va voir un peu ce que ça donne. Cette fameuse académie du métavers, en tout cas, ça bouge pas mal côté formation, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, même si, encore une fois, le métavers est un terme qui est très abstrait pour pas mal de personnes. Je vous ai déjà partagé, mais je vous réinvite à partager, à aller voir cette vidéo que Sine justement est venu nous faire. Donc j'ai pu interviewer Sine il y a quelques temps de ça, où il nous expliquait en gros à quoi ça consistait un métavers et en quoi est-ce que aujourd'hui techniquement on était limité. Donc cette vidéo est hyper intéressante. Je vous la partage dans le chat. Bon, c'est un petit peu long, mais en tout cas, c'est assez riche d'instructions. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je partage le lien. Tac. Voilà. Et puis, concernant cette académie, on suivra ça de près. Et ça a au moins le mérite d'exister, de pousser un petit peu le secteur. Donc, voilà, à voir un peu ce que ça va donner. Voilà un petit peu pour le tour de l'actu, les amis. Je pense qu'on va bypasser le dernier article parce que malheureusement on n'a pas trop le temps. Je crois que j'avais quand même une ou deux infos plus voilà, à
à titre d'information, pas forcément d'articles à détailler, que je voulais vous partager. J'en ai 4, donc ça va aller assez vite. D'abord, la partie post sur LinkedIn, donc une petite nouveauté. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais visiblement c'est en cours de déploiement. Donc le blog du modérateur qui nous indique que la fonctionnalité sur LinkedIn de poster à plus tard, donc de prévoir en fait des posts et de les planifier à une date postérieure en gros. Donc c'est en cours de déploiement. Donc désormais vous pourrez rédiger en amont vos posts LinkedIn et puis programmer une date de post. Donc ce qui est hyper pratique pour le créateur de contenu que je suis. Voilà, donc vous aurez une petite horloge. On a une capture ici un peu vidéo qui nous explique. Voilà, vous l'avez ici en fait cette horloge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà, vous avez cette petite horloge et donc vous pourrez programmer en fait à plus tard un post sur LinkedIn. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé, mais visiblement là c'est en déploiement. Moi j'ai testé sur mon compte, je ne l'ai pas encore, donc je pense qu'il y a un temps de diffusion, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est en train d'être déployé. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, côté Instagram également, l'apparition d'un sticker qui sera orienté communauté, ça aussi hyper intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait créer, alors rapidement je vais lire cet article, vous allez pouvoir créer en fait une communauté dans Instagram et donc les gens pourront venir à l'intérieur. Donc je vais rapidement résumer l'article. Donc Instagram souhaite proposer aux utilisateurs de créer des canaux sociaux, soit des discussions communautaires et de les partager auprès de ses followers pour encourager d'autres membres à les rejoindre. Donc l'administrateur d'un canal social aura la possibilité de supprimer du contenu et décider de destituer certains membres s'ils enfreignent des règles. Et puis, pour partager le canal, les utilisateurs auront la possibilité d'utiliser un sticker channel pour proposer à leurs abonnés de le rejoindre via des stories. Donc, on a ici des captures. Voilà, vous aurez l'apparition de cette petite feature channel et comme ça, vous pouvez le partager en story et puis les gens pourront rejoindre votre channel. Étant en phase de test, Instagram n'a pas encore dévoilé tous les détails sur cette nouvelle fonctionnalité et il est impossible de savoir pour le moment si elle verra le jour auprès de tous les utilisateurs. Mais en tout cas, la volonté de la part d'Instagram de poursuivre sur cet aspect communautaire, moi je vois pas bien en fait la différence avec... déjà de base, si tu t'abonnes en fait à un compte, c'est que probablement tu appartiens à une communauté. Mais voilà, ça va être... faudra voir un petit peu les modalités un peu plus précises, mais en tout cas, ils vont développer vachement plus ce côté, le côté communautaire qui est une vraie tendance aujourd'hui, qui fait sens. Autre petite nouvelle, WhatsApp du coup qui décide d'inclure une nouvelle fonctionnalité de s'écrire à soi-même, donc quelque chose qui peut être pratique notamment pour se faire des to-do list ou ce genre de choses, des petits rappels, des penses bêtes. Moi typiquement je m'envoie des mails à moi-même, des fois ça m'arrive pour ne pas oublier certaines choses, donc voilà la fonctionnalité qui va apparaître dans les prochains jours. Et dernière chose, Salto, on en avait déjà parlé, donc Salto qui actuellement est plutôt dans une mauvaise passe, on va dire, c'est-à-dire que ils ont donc grosso modo Salto qui est une plateforme de streaming, de SVOD, donc comme Netflix en gros, mais orienté disons que c'est quelque chose qui a été fait par des groupes français. Donc il y avait TF1, il y avait M6 et France Télévisions, c'était les trois principaux porteurs du projet et donc du coup il y en a deux visiblement qui vont partir, que sont TF1 et M6 et France Télévisions qui pourrait potentiellement aussi s'en aller. En tout cas, ce que je voulais vous partager comme news, c'est qu'apparemment Amazon s'est positionné là-dessus. Et du coup se sont positionnés sur un potentiel rachat de la plateforme, donc peut-être que la plateforme ne mourrait pas, ça se dit, je sais pas, elle va pas mourir quoi globalement, donc plutôt une bonne chose parce que le produit en soi est plutôt cool. Enfin, je connais pas votre expérience sur Salto, mais moi pour l'avoir testé, je trouve que le produit est sympa. Après voilà, c'est vrai que sur le contenu c'est pas aussi étoffé que Netflix ou que voilà. En fait, le deal parfait, ça serait que Canal+ reprenne, parce que Canal+, ils ont énormément de contenu vraiment très quali. Moi, je suis pas abonné Canal, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi et tous disent que vraiment, en termes de séries, etc., c'est vraiment cool. Mais au niveau de la mise en forme et de l'exécution de la plateforme streaming, je trouve que l'expérience Salto est vraiment plutôt bonne. Donc, ça serait dommage de jeter ça à la poubelle. Donc, potentiellement, Amazon serait sur le coup. Voilà, il y avait des espèces aussi de... comment on appelle ça,
Et ça, de bruit qui court en quelque sorte, comme quoi Molotov serait repreneur, mais visiblement ils ont démenti, donc voilà, à voir un peu comment ça va tourner. Mais potentiellement, Salto n'est pas mort, donc plutôt une bonne chose, plutôt une bonne chose pour celles et ceux qui sont adeptes de ce service.